L'US Open vient tout juste de commencer, je suis déjà complètement déboîté, je vais pas te mentir, mais si tu ne veux rien manquer des temps forts de la quinzaine, c'est ici que ça se passe, c'est sur Service Volé, abonne-toi juste ici, mon très cher goth. Tsitsipas se fait marabouter lors d'une turbo branlée cosmique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Retour sur ce crash en vidéo, les progrès de team et la cérémonie pas du tout flashy pour Serena Williams, non, pas du tout flashy. C'est le programme complètement étoilé de votre premier digest de l'US Open et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec un pan de l'histoire qui est en train de se fermer. Serena Williams va arrêter très probablement sa carrière après l'US Open et on a eu une cérémonie après sa victoire hier soir. Les organisateurs espéraient peut-être qu'elle perde immédiatement et vous voyez un tifo carrément, c'est la grande organisation américaine. Et j'ai une question à vous poser pour commencer cette vidéo. Quel est votre rapport avec Serena Williams? C'est évidemment une championne qui a marqué son temps, qui a marqué le 21e siècle. Moi je vais pas vous mentir, c'est pas exactement ma cam, je trouve qu'elle a transformé le tennis en un sport très physique, un sport de combat, quelque chose de brutal au niveau du tennis féminin. Moi j'étais plus de l'école les Graf, les Sabatini, les Hénin, les Mauresmo. Voilà, dites-moi ce que ça vous fait, ce que vous êtes tristoun de voir Serena s'envoler vers d'autres cieux. Les anciens, c'est justement un peu le thème de ce côté réseau très light pour commencer l'US Open, et on a Stan Wawrinka qui a abandonné après son deuxième set face à Coco Moutet, et quelque chose qui se dessine pour Wawrinka, 37 ans, la fin de sa carrière. Il le dit ici, je suis plus proche de la fin que du début, c'est une réalité, je ne serai plus capable de jouer au niveau qui était le mien à mon meilleur car je vieillis, mais je crois que j'ai encore de bons résultats en moi et c'est pour ça que je vais continuer un peu à me battre. Il est dans la même situation, je trouve, que Andy Murray, même si Murray a une hanche en métal, il s'est fait resurfacer la hanche, donc lui il est peut-être dans une situation encore plus compliquée pour essayer de revenir au plus haut niveau, mais c'est ces gars-là qui ont remporté 3 majeurs, qui ont envie encore d'aller vivre des grands frissons. Ça paraît difficile pour eux et justement cette transition elle a beaucoup de mal à s'effectuer. C'est le troisième point de ce côté réseau, la transition est complètement dingue. C'est Fritz qui était l'un des outsiders de cette US Open, comme d'autres joueurs à l'instar de Tsitsipas, et qui se sont plantés dès le premier tour. Et regardez ce qu'il dit, je jouais très bien en amont du tournoi, j'avais vraiment de grands espoirs, je me sens comme un idiot de penser que je pouvais gagner ce truc, gagner l'US Open, je ne peux pas sortir et jouer un match comme ça, c'est nul, je me sens terriblement mal. Oh, un shot d'honnêteté. Fritz qui fait partie, comme d'autres joueurs d'ailleurs, de cette fameuse Next Gen. Alors je dis ça, vous rigolez déjà derrière votre écran, c'est normal, moi aussi. Non, mais on pourrait la renommer la Flop Gen. Quand on voit la transition qui s'est effectuée notamment entre Sampras et Federer en 2001 à Wimbledon, ou si on remonte encore plus, entre Connors et Rosewall à Wimbledon et l'US Open 74, c'est pas forcément une transition qui s'effectue actuellement. Donc l'US Open, c'est un tournoi qui est très très important pour ça. Et c'est justement ce que je tweetais dans un message qui vous a titillé un petit peu, mais vous savez que j'adore vous titiller. Si Nadal venait à faire le petit chelem à 36 ans, juste après Djokovic, ce serait l'une des pires nouvelles imaginables pour la santé du tennis. Ce sport a besoin d'une transition forte. Pour la next gen, c'est maintenant ou jamais. Est-ce qu'on y croit ? Non. Le doute m'habite, je vous pose la question dans les commentaires, répondez-moi, est-ce que vous seriez au 7e ciel si Rafael Nadal venait à s'imposer à l'US Open? On enchaîne avec la nouvelle info de ce côté réseau et une terrible nouvelle, je suis triste, je suis déçu, je suis profondément choqué, tel Jean-François Copé, le coaching qui a fait son entrée dans le tennis, et là on a vu une scène complètement folle entre Sakkari et son coach, donc il y a 1-0 dans le 3e set, alors je vais pas vous montrer les images bien sûr pour des histoires de droit, mais il va clairement la coacher pendant plusieurs secondes, et elle ne va pas perdre un seul jeu à partir de là. Nécessairement, je bois les paroles de Marty qui a tweeté « Honnêtement, je déteste ce changement de règle. La beauté du tennis est que c'est un sport mental et la clé est de résoudre les problèmes par vous-même. » Je suis à 1000% d'accord avec ça. Je sais que tout le monde est coaché et que certains joueurs sont plus regardés que d'autres. C'est ça aussi, c'est que pourquoi on a changé la règle? C'est pour faire plaisir à Apostolo Tsitsipas? Un tournoi de l'envergure de l'US Open, c'est également parfois l'occasion de se mettre une gigantesque cuite. C'est la nouvelle info de ce côté réseau, et regardez la carte, le menu qui nous est rapporté par la petite copine de Taylor Fritz, qui est du coup en vacances actuellement. Et regardez, les prix sont complètement dinguissimes. 22$ pour un cocktail Grey Goose, un petit verre de vin c'est 17$, c'est le prix d'une grosse bouteille ici en France, et une petite canette de Heineken c'est 14,50$. Donc si on veut se mettre une murge, c'est pas à l'US Open que ça va se passer. Et s'il y avait une explication au problème de la next gen, eh bien je crois que je l'ai trouvé. Et oui, regardez cette photo de Frances Tiafoe qui joue avec une poêle à frire.
Et on bascule sur le Queen tactique, beaucoup de choses à observer, à raconter sur le match entre Dominic Thiem et Carreño Busta la nuit dernière, les enseignements de cette partie, Thiem qui a réussi à remporter un set face au vainqueur de Montréal il y a quelques semaines maintenant, et je vais vous expliquer tout ce qui manque encore à Dodo pour essayer de revenir au plus haut niveau. On va commencer par quelque chose qui est assez évident, assez frappant sur ces dernières semaines à Dominic Thiem, c'est ses circuits de coups. Le tennis, et ça faut impérativement le comprendre, c'est un sport d'automatisme. Au très haut niveau, vous savez toujours ce que vous avez à faire et la prise de décision est extrêmement rapide. Ici par exemple, quand vous êtes sur un service extérieur kické dans cette position côté égalité, vous savez que si la balle est ici, c'est un décalage coup droit et c'est éventuellement un contre-pied, l'espace ouvert ou une petite amortie. Voilà, vous avez les idées extrêmement claires quand vous êtes un joueur de tennis du calibre de Dominic Thiem. Le problème pour lui actuellement, c'est que son manque de compétition, son manque de confiance également, et notamment côté coup droit, est criant. Ici par exemple, il va envoyer une amortie en se décidant un peu au dernier moment et c'est pas le bon coup. Et du coup, dans son jeu, il y a un problème de shot selection actuel. On le voit ici, un nouvel exemple. Alors il est dans cette position morte, complètement morte au tennis, entre la ligne de fond de cours et les carrés de service, et il va décider de poser une volée amortie. Il est pas du tout dans la bonne position, c'est un très très mauvais coup. Habituellement, quand vous êtes dans cette situation, il faut envoyer une volée liftée, une pancarte ici dans la diago pour empêcher le joueur adverse de revenir. Là, ce qui va se passer dans ce point, c'est que Carreño Busta va arriver à temps sur la balle et va le passer très facilement. Des progrès néanmoins très visibles, notamment dans le premier set pour Dominic Thiem. J'ai trouvé très entreprenant, super début de match, mais il y a quelque chose qui est frappant dans son jeu et il a tellement perdu par rapport à son prime, c'est la fiabilité de son coup droit. On est à 44 coups gagnants, 54 fautes directes et à tout moment on est entre le coup droit de Del Potro et celui de Benoît Paire. Et le problème majeur avec ce coup, c'est que c'est habituellement son baromètre, le coup droit. Alors oui, certes, il y a le revers debout sur la table en long ligne, mais c'est quelque chose qui arrive qu'une poignée de fois par set, c'est pas son fond de jeu. Son fond de jeu, c'est un gros coup droit debout sur la table, ce que lui a enseigné d'ailleurs Nicolas Massou et ce qui a fait qu'il a énormément progressé sur les surfaces intermédiaires et rapides. Et là, le problème criant pour lui, c'est que c'est un coup qui est pas du tout fiable. Il peut envoyer une saucisse dans la bâche comme ça peut faire Lulu. Alors le truc, c'est qu'il va toujours essayer d'insister, de jouer les coups à 100%, mais l'exécution est déficiente. Et puis un dernier point pour Dominic Thiem. Alors là, je me concentre sur les points négatifs, forcément, mais on a vu des bonnes choses dans cette rencontre. C'est que parfois le jeu a l'air d'aller un peu trop vite pour lui encore. Il n'a pas retrouvé ses automatismes, sa vitesse d'œil, de déplacement, les temps de réaction également qui sont encore un petit peu trop longs pour un joueur de son standing. C'est un crack Dominic Thiem. Ici, il va envoyer une gaze mère dans le couloir. Et tout ça nous rappelle une leçon fondamentale, c'est que le tennis, c'est un sport impitoyable. Il faut du rythme, il faut des repères, il faut de la confiance. Il manque encore évidemment des choses à Dominic Thiem pour revenir au très haut niveau. Il est sur le chemin, c'est le process. Mais quand tu vois qu'il menait 7-0 face à Carreño Busta avant cette rencontre et que dans le deuxième set il se fait laminer, mentalement faut rester très fort. Ça reste néanmoins, quand on observe la globalité de la rencontre, une prestation plutôt encourageante. On bascule sur Stefanos Tsitsipas qui a pris la sauce face à Galan. Incroyable, imprévisible, franchement cette partie. Les deux premiers sets de Galan étaient fantastiques. Alors la tactique du Colombien, elle était hyper limpide. On envoie une merguez enflammée sur le côté faible de son adversaire en espérant obtenir une balle courte, ce qui s'est passé à de nombreuses reprises, et ensuite, dans un deuxième temps, on avance dans la balle, on envoie une pancarte côté ouvert, et on termine le point en 2 temps. Galan a été monstrueux sur les points inférieurs à 4 coups, et c'est vraiment ce qui a fait la différence. Alors, vous vous dites, pourquoi tous les joueurs ne pratiquent pas ce style contre les grands joueurs, les Stefanos Tsitsipas, etc. Parce qu'il faut une exécution nickel, mais également, mentalement, à rester présent. Et mis à part un relâchement dans le 3e set et le début du 4e set, Galan a concassé Stefanos Tsitsipas qui a des stats absolument cataclysmiques. Il est à 28 coups gagnants, 57 fautes directes et le coup droit qui n'a jamais répondu présent dans cette partie. Ici par exemple, le fameux El Famoso coup droit en transition, il va je pense éborgner le ramasseur de balles qui est juste derrière. Vraiment catastrophique. Alors on l'a vu se faire traiter au niveau du coude. Il s'était fait opérer en décembre dernier, il était revenu très vite, il avait fait une demi-finale à l'Open Australie dans la foulée, il avait également changé son cordage avec un cordage désormais hybride. Ça, très peu de personnes en ont parlé. Je vous avais livré l'info en exclusivité mondiale. On bascule sur... Un autre point important à mentionner dans cette déroute pour Stefanos, c'est le service plein fer sur son revers.
On avait vu des bonnes choses contre Medvedev avec un revers bien bloqué sur les services du Russe à Cincinnati. Bah là, il s'est fait découper. Alors certes, il va réussir à breaker dans cette séquence, mais il est à 2 sur 9 sur les balles de break et surtout à 26% de points remportés sur premier adverse. C'est trop peu. Stefanos, qui a vu son jeu totalement se déliter, et c'est un match qui a pu rappeler à certains égards ce qui s'était passé à Roland Garros contre Musetti ou Collard. Et quand on fait un point sur sa saison sur les grands chelems, on a une demi-finale à l'Open Australie, on a un 8e de finale contre Rune à Roland Garros, on a un 3e tour contre Kyrgios à Wimbledon, on a un premier tour à l'US Open. Alors certes, il y a beaucoup de wins, il y a une saison qui est pas si mal que ça quand on observe son intégralité, mais en Grand Chelem, c'est extrêmement décevant et la nouvelle génération est jugée sur ces tournois. Et on bascule sur la reco du jour et j'ai une nouvelle exceptionnelle à vous annoncer, c'est le retour des lives, enfin un live, ce sera demain sur Twitch à 20 h, je vous attends nombreuses et nombreux, ça va être la régalade, ça fait très longtemps qu'on s'est pas fait un live, donc je vais répondre à toutes vos questions et revenir sur les 2 premières journées à l'US Open. Et aujourd'hui, si j'ai un match à vous conseiller, eh bien je vous incite à regarder ce match, c'est John Isner contre Delbonis. Voilà, on se retrouve demain pour en parler, je pense que ce sera un digest exclusivement sur cette partie. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des abricots.